En parlant un peu à Oslo avec les gens qui m'hébergeaient, ils me disent: «Ah, mais vous savez», je posais des questions sur les Vikings. Il y a le musée de Lillehammer, pas tellement loin, au nord d'Oslo, et avec une reconstitution d'un village viking. Alors je dis: «Ah, mais c'est passionnant, il faut absolument que j'y aille». Et j'avais des ancêtres normands aussi, dans ma famille, dont Louis Heurtin. Donc je pars en stop vers Lillehammer, et puis je suis pris par un camionneur, on se met à parler, on parlait en allemand, et qui me dit à un moment donné qu'il est né en Laponie. Je lui dis: «Waouh, Laponie!» Et il me dit: «Mais vous savez, c'est en Norvège». Alors moi je lui réponds textuellement: «Ben si c'est en Norvège, j'y vais». J'avais pas pensé que ça faisait pas loin de 2000 kilomètres, que la Norvège a une longueur euh, qui nous n'est pas très commune dans nos petits pays d'Europe du Sud. Et puis voilà, donc je visite Lillehammer, puis je décide de continuer. Donc la destination était Narvik. Bon, Narvik, où les Français avaient combattu aussi pendant la guerre. Et puis il y avait des fjords, des traversiers, etc. Puis à chaque fois, mon reliquat de 20 000 francs, il restait plus beaucoup. Et donc j'ai réussi à arriver à Narvik, prendre le dernier bac, mais j'avais plus de quoi revenir. Et puis à un moment donné, à un moment donné, le conducteur, là, c'était une voiture, décide de s'arrêter. Il y avait une espèce de petit restaurant, et je vois devant une sorte de map monde en métal avec marqué Polar Circle. Alors je dis Polar Circle. Il n'y avait personne pour me donner la traduction française. Je dis: c'est quand même pas le cercle polaire, c'est pas possible. Bon, alors j'envoie une petite carte. J'achète une carte postale, et puis je la remplis pour mes parents qui s'affolaient. Moi, j'étais parti pour la Hollande, et qui avaient reçu quelques cartes, et qui commençaient à contacter les ambassades, les consulats, mais personne n'avait de trace de moi. J'envoie une petite carte, on dit: je viens de passer. Alors j'ai pas osé marquer cercle polaire, j'ai marqué le Polar Circle. Alors l'affolement dans la famille était total. Et puis, bon, j'arrive à Narvik, il me restait quelques couronnes norvégiennes en poche. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie par la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, je croyais en la providence. Donc un côté un peu nomade, voyageur, et puis un peu mystique aussi, certainement. Et c'est pas par hasard que par la suite, je me suis spécialisé dans les cosmologies, etc. Et j'achète une gourde de lait, un paquet de margarine, et puis un pain. Et avec mon sac à dos, le double toit de la tente, j'avais laissé aux copains la petite tente avec laquelle on avait voyagé, et on dormait sous la tente. Et je pars dans la montagne pour voir des lapons. On était en Laponie, ça c'était sur les cartes marquées. Et puis je ramasse des champignons, je reconnais quelques bons champignons, et puis je passe une première nuit, et puis j'arrive, à force de marcher, sur un sentier, et là j'entends un bruit de moteur. Un 4x4, une Jeep arrivait, donc je lève ma balalaïka avec tous les petits drapeaux des pays traversés, et puis je fais du pouce. Ils s'arrêtent, ils me font parler, on parlait allemand, et ils me disent: mais où est-ce que vous allez comme ça? Je dis: ben, chez les Lapons. Je dis: ah, mon pauvre monsieur, mais c'est à 400 km d'ici. Vous n'en verrez pas tout près comme ça. Et il faudrait que vous passiez la frontière de la Suède, qui est pas loin. Il y a un chemin de fer minier qui va de Narvik, de Kiruna, en Norvège, grande mine de fer, qui s'exporte vers Narvik, grand port commercial.
ouvert des glaces même l'hiver. Et je dis oui, mais le chemin de fer, je n'ai pas de quoi me payer ça. Alors, bon, puis alors, ils me font chanter, jouer de ma balalaïka, et puis il y avait une femme et 2 hommes. Et puis à un moment donné, arrive le sentier se divise en deux, ils me disent, écoutez, vous continuez quand même par là, et puis nous, on doit prendre l'autre chemin. Et puis au moment de leur dire au revoir, ils me donnent une enveloppe, et ils me disent, promettez-nous de ne l'ouvrir que dans une demi-heure. Mais suivez ce chemin. Bon. Alors, je leur dis au revoir, je suis le chemin, j'ouvre l'enveloppe, il y avait un petit mot, donc écrit en allemand, de quoi prendre le train, continuer 2 kilomètres, vous arrivez au poste frontière, et là, le train s'arrête pour les formalités de douane, et il y a un wagon de passagers, sans doute. Alors, bon, émerveillé de la Providence qui me protège, je fais ça, je prends le train, et en parlant, toujours en utilisant l'allemand, j'apprends qu'il s'arrête à différents endroits, dont un petit lieu-dit qui s'appelle Rennchen. Sans doute c'est lié au Rennes, au fait où il y a quelques familles lapones qui vivent, et puis des éleveurs de rennes sans doute qui ont des troupeaux. Je m'arrête là quelques heures, alors je vois des cabanes un peu de rondins, avec souvent de la terre par-dessus pour isoler, des modes, et puis des pots de rennes qui sèchent cloués au mur, des bois de rennes accrochés, etc. Et des gens, mais type un peu scandinave, enfin, mais habillés autrement qu'étaient des Lapons, mais personne, moi je parlais pas ni de suédois ni de norvégien, et puis eux parlaient pas l'allemand, donc avec des gestes, donc je prends quelques photos, et puis, bon, après quelques heures, je savais qu'il y avait un autre train qui passait, je rembarque pour Kiruna. Puis j'arrive à Kiruna, c'était un dimanche, j'avais pas pensé que j'avais pas de couronne norvégienne, j'avais qu'un peu d'argent suédois, et donc impossible de trouver une banque ouverte, et puis donc j'en avais pas beaucoup de toute façon d'argent, et je vais au commissariat de police où je leur explique en allemand toujours, et ils me disent ben écoutez, on va vous héberger pour la nuit, ils m'enferment dans une cellule. Et puis, demain, vous irez chercher de l'argent et vous pourrez continuer votre voyage. L'argent suédois que j'avais reçu. Alors, je fais ça. Le lendemain matin, ils m'apportent un plateau petit déjeuner et puis ils me disent bonne chance. Et là, je suis redescendu quasiment presque sans discontinuité jusqu'à Copenhague. Donc, jour et nuit, enfin, j'ai quand même dormi, planté ma tente où je pouvais. Et je suis arrivé à Copenhague, j'ai salué la famille qui m'avait hébergé, et puis j'ai filé, j'étais déjà en retard pour la rentrée au lycée. J'arrive à Strasbourg, à Metz, où vivait ma marraine, qui téléphone à mes parents en disant « Bernard est là !» Donc mon père était furieux, j'étais en retard pour le lycée, et j'arrive à Paris, et là, surtout qu'ils avaient eu l'intention, ils avaient contacté mon père, un de ses grands amis du collège Sainte-Croix, qui était devenu jésuite et supérieur de ce collège. Ils savaient que le prof de philo à Carnot était un ancien séminariste devenu marxiste, et plus tard maoïste, enfin, Gilbert Muri, un homme tout à fait remarquable, qui était un peu handicapé, et qui avait une approche philosophique marxienne, et donc où l'histoire, les peuples, etc., a une place. Et j'arrive là un peu comme un phénomène dans la classe. Enfin, j'avais encore ma culotte de cuir bavaroise, allemande, enfin bref, sans doute une petite barbe.
Bon, alors je me suis remis un peu dans l'atmosphère, mais j'étais un peu comme un petit héros dans la classe. Ils m'ont élu chef de classe, et ça a marché avec ce prof qui m'a fait faire de la philo, mais pas au sens classique du terme, ce qui fait que j'ai des lacunes philosophiques classiques que j'ai constatées l'année d'après quand j'ai fait Hippocane avec l'ancien secrétaire d'Alain. Donc, une autre approche de la philosophie, mais dans cette classe de Carnot, j'ai été le premier de classe en philosophie, et j'ai lu beaucoup et j'utilisais ma toute petite expérience pour lire sur les peuples autochtones, etc. Et le prof de géographie s'est intéressé aussi à moi. Il avait connu ma famille paternelle en Roumanie. Il avait fait son doctorat sur la Roumanie avec de Marton et avait gardé des liens avec mes tantes, etc. Et s'est intéressé à mon histoire et m'a parlé des bourses Zelidja qu'on offrait dans les classes terminales. Dans les classes de géographie, les camarades devaient élire un de leurs camarades qui présentait un projet et la fondation Zelidja distribuait 250 bourses. Il y avait 2500 candidats pour toute la France et ils en retenaient 1 sur 10. Il fallait être élu par les camarades, 2 par classe, par lycée. Et moi, j'ai décidé de retourner en Laponie et de faire une étude. Donc, j'ai pu faire un projet qui se tenait. J'ai été élu avec un autre copain et j'ai eu la bourse. Et ça a déterminé quelque part mon orientation nordique, arctique et peuple autochtone. Et je suis retourné l'année d'après, et j'ai passé plus de 3 mois, j'ai fait divers métiers parce que la bourse exigeait qu'on parte seul, avec 20 000 francs seulement. On vous donnait un beau diplôme en tête de l'Académie de l'Éducation nationale, traduit en 4 langues, disant que vous avez été élu pour vos qualités humaines, etc. Et on recommandait qu'on vous apporte toute l'aide. Alors, les étrangers rigolaient quand ils disaient ça, c'est bien, les Français, de beaux mots, mais pas beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai préparé ça et que j'ai pu faire un voyage tout à fait extraordinaire, différents métiers, dont déterrer des morts sur une petite île de l'Arctique au large de Kirkenes, pas loin de la frontière soviétique et norvégienne, où des Allemands avaient été tués pendant la guerre et avaient décidé de rapatrier les corps dans un grand cimetière militaire au sud de la Norvège. Et donc là, ça a été mon premier métier rémunéré de ma vie. On déterrait les morts, ceux qui les sortaient des caisses de bois où ils se trouvaient étaient payés le double de nous, mais en 5 jours, j'avais l'équivalent du montant de ma bourse. Et bon, je ne m'attarde pas sur ce chapitre-là, mais qui est aussi une expérience dont je me souviens. Et je fais juste un petit détail, la Bibliothèque nationale de France a récemment décidé de numériser tous les rapports Zelidja. Mon rapport a été primé. J'ai eu le 2e prix sous forme d'une nouvelle bourse du double. Et c'est là que j'ai choisi d'aller chez les Inuits. J'avais vu des éleveurs, mais mes lectures me montraient que dans l'histoire de l'humanité, avant l'élevage, il y avait eu la chasse. Et donc, c'était partagé encore par beaucoup d'ethnologues d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'aille dans l'Arctique, mais chez les chasseurs-cueilleurs. Et c'est là que les Inuits étaient sans doute le peuple qui était accessible. L'Union soviétique était très fermée à ce moment-là. Les étrangers ne pouvaient pas y aller, surtout dans les régions arctiques. C'était la guerre froide qui commençait. Et donc, voilà, je suis revenu et ça a orienté le reste de ma vie, y compris mes visites à toutes sortes d'ethnologues de l'époque, comme Paul-Émile Victor, Jean Mallory, Leroy-Gourhan au Musée de l'Homme, qui avait écrit La civilisation du renne, Evelyne Notfal qui dirigeait la section arctique, Robert Gessin et sa femme qui était chercheur au Musée de l'Homme aussi. Bref, ça a été mes premières rencontres
avec des ethnologues professionnels. Je reviens du Nord et j'avais décidé donc de continuer, donc philo et puis préparation des grandes écoles. Enfin, ce qui s'offrait à l'époque, c'était Normal Sup ou éventuellement d'autres orientations. Et je commence au lycée Pasteur à Neuilly, où très bon encadrement, un prof formidable qui avait vécu longtemps en Chine et qui m'a sensibilisé à la relativité des points de vue. Il nous racontait comment les Chinois désignaient le baiser occidental. Et il nous le traduisait littéralement parce qu'il parlait le mandarin. Ça se traduisait par un clapotis de choses molles. Et il nous faisait réfléchir sur cette conception que chaque langue donnait au monde. Et moi, ça me plaisait beaucoup parce que j'arrivais avec, là encore, ce petit halo d'avoir passé 4 mois chez les Samis, où, rapportant des souvenirs, j'en avais rapporté des souvenirs, y compris un petit film 16 mm, mon premier, enfin, techniquement pas très bon, c'était encore une caméra que m'avait prêtée la fabrique à Manivelle, mais j'avais pu filmer le rassemblement des troupeaux à l'automne, et puis capture au lasso des mâles sauvages, enfin à moitié sauvages, et que l'on castrait. Donc on le mettait à terre, et puis un des samis, enfin, maintenait la tête en marchant sur les cornes, et l'autre castrait l'animal en écrasant avec les dents l'épididyme, donc sans faire de blessure, mais en le stérilisant. Et ensuite, on coupait un bois à l'animal pour un peu le déséquilibrer, et puis il repartait un peu groggy. Et donc, j'ai rapporté, j'ai un petit bout de film qui montre ça. Et là, pour moi, ça a été quelque chose, ça se décrit pas, il faut le filmer, ça peut se raconter, mais ça nous paraît tellement étrange. Donc là, j'ai un peu pris conscience de l'importance. Et puis donc, je fais ma classe de philo, ça marche assez bien, un prof d'allemand assez extraordinaire, wagnérien, passionné du romantisme allemand, de très bons profs finalement, qu'on trouve dans les hippocrates françaises. Et puis, choix. Donc, où vais-je aller? J'avais choisi donc les Inuits. L'homme qui s'imposait à l'époque, c'était Paul-Émile Victor, qui, l'année de ma naissance en 1936, passait déjà un hiver, qui avait été élève de Marcel Mauss. Et donc, et puis, un homme dont on parlait en 1955, cette année-là, Jean Mallory, qui venait de publier Les Derniers Rois de Tulé dans une collection qu'il créait chez Plomb. Je prends rendez-vous avec ce monsieur qui me reçoit très simplement, mais c'est un homme, un de ses grands héros, c'est Raspoutine. Et donc, il m'a raconté par la suite le récit de la mort de Raspoutine, et on voyait dans sa façon de raconter qu'il enviait ce type de mort un peu surréaliste, de surhomme. Et il me reçoit comme un jeune étudiant avec l'esprit vierge, pas pollué par trop d'études, de lecture, et il me dit: Salana Langlure, je veux bien vous aider, achetez un gros carnet de notes, un crayon, et partez comme ça, et notez tout ce que vous voyez. Bon, alors moi j'écoute, je prends quelques notes, et avant de partir, je lui dis: mais j'aimerais bien, j'ai obtenu d'une firme Pathé Vébo une caméra 16 mm. Alors je vois la face de Mallory qui change, son visage qui change de couleur. Il me dit: je vous arrête tout de suite, Salana Langlure, il va falloir choisir entre la caméra et moi. Alors moi, un peu interloqué, je le regarde. Et puis
ça coupait court à la conversation. Alors je lui dis, bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, etc. Et puis je te quitte en me disant, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui ne comprend pas que une caméra c'est un carnet de notes, mais autre. Et puis, bon, donc je prends rendez-vous avec Paul-Émile Victor, qui me donne tout de suite un rendez-vous très proche, qui me reçoit dans ce beau bureau des expéditions polaires françaises, qui était installé à Paris à ce moment-là. Un homme séducteur, beaux yeux bleus, un visage, une attitude qui met en confiance. Il me dit « Saladin d'Anglure, bonjour, vous avez 10 ans d'avance sur moi. » Parce qu'au téléphone, j'avais expliqué à sa secrétaire que j'avais 18 ans, etc. Alors moi, je regarde un peu éberlué. Il me dit « Oui, j'ai fait mon premier voyage au Groenland à 28 ans. » Il faisait le calcul. Alors, très surpris, très ouvert, et me dit, écoutez, il va falloir que vous fassiez votre choix, de la région, de la communauté, mais je mets à votre disposition tout l'équipement que je peux avoir. Et il m'emmène à son entrepôt et je découvre une immense pièce remplie de matériel d'expédition, les sacs de couchage, Alors finalement, il me dit, écoutez, choisissez ce que vous voulez et puis vous me le rapporterez en revenant. Alors je choisis un anorak blanc groenlandais. Je pense que j'ai pris aussi un bonnet plus ou moins fourré, mais fait dans le sud sans doute. Et puis quelques pièces, peut-être des chaussettes polaires. Et je le remercie et il me dit, mais quand vous voulez, ma porte est ouverte, etc. Alors je sors de là, j'avais pris rendez-vous avec le musée de l'Homme, donc il y avait une section arctique, je vais voir Madame Lotval, qui était la directrice, qui m'accueille très gentiment, et quand je lui raconte ma mésaventure avec Mallory, elle me dit, ah, elle me dit, vous n'êtes pas le premier. Bref, je découvre que les relations entre les deux n'étaient pas des meilleures. Et elle me dit, mais écoutez, oui, je veux bien vous guider. Elle me fait visiter son département, les réserves. Et me dit, il faut absolument que je vous présente à André Leroi-Gourhan et puis à Robert Gessin. Leroi-Gourhan a fait un livre sur la civilisation du Renne. Et Gessin, est allé au Groenland avec Paul-Émile Victor il y a déjà fort longtemps et s'intéresse et continue à décider de retravailler sur le Nord. Alors, je vois Leroi-Gourhan qui m'accueille très simplement, très gentil, et qui me dit, écoutez, il va falloir qu'au retour, vous fassiez des études d'ethno. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de programme véritable. On faisait des certificats. Il y avait le certificat d'ethno, certificat d'ethnolinguistique, d'archéologie, archéologie préhistorique, d'anthropologie biologique. Enfin bref, il y avait différentes disciplines, dont la démographie aussi. Mauss avait beaucoup insisté dans son essai sur les Inuits, sur ce qu'il appelle la morphologie sociale, mais qui est en fait pour une bonne part de la démographie. Et puis, comment la population se structure. Et donc, je rencontre Gessin, Madame Gessin, qui me disent, à ce moment-là, il travaillait pas mal sur aussi des données archéologiques. Et alors, évidemment, je n'avais pas encore fait mon choix. Et je pensais aller au Groenland. Et je me disais, les chalutiers, je vais essayer de trouver un chalutier, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales. Donc j'emporterai un canot pneumatique comme j'avais fait en Laponie, et puis j'essaierai de rejoindre le rivage depuis la bande de eau territoriale pour aller dans il y avait Disco, Goto. Bon.
Et là, mes parents, que ce nouveau projet inquiétait beaucoup, ma mère trouve dans le bulletin paroissial de l'église Saint-Joseph des Épinettes, qui était la paroisse de notre maison, une information qu'un père oblat faisait une conférence la semaine d'après, rue de l'Assomption, où il y avait là un centre, je ne sais pas de quel ordre religieux. Et elle me dit, mais tu devrais essayer d'aller écouter ce missionnaire, il vient du Canada. Et alors je ne sais pas si elle m'a accompagné, en tout cas j'y suis allé, et là c'était le père Steinman, André Steinman, qui se livrait un véritable spectacle, qui apparaît sur scène, habillé en inuit, avec un parka des Inuvialuit, enfin, ou copper, un arc, un carquois, un tambour, et qui arrive en chantant des ayayas, en jouant du tambour, en dansant sur scène, enfin bref, waouh. Et puis qui fait sa conférence. En fait, il avait été un peu puni par son évêque parce qu'il avait fait venir les petits frères des pauvres dans les missions du Nunavik, où il était en poste, sans la permission de l'évêque. Alors quand l'évêque avait su ça, l'avait réprimandé, et puis il l'avait envoyé pendant 1 an en pénitence en Europe pour faire des conférences, et puis plutôt collecter de l'argent pour aider les missions à se développer. C'était le développement. Monseigneur Schaeffer, dont le nom était donné à Schaefferville, avait établi son évêché là-bas, et c'était une époque de grand développement des missions catholiques dans le Nunavik et ailleurs sans doute aussi. Et bon, il y a une pause, il était prêt à parler avec les gens, je m'approche et je lui dis, est-ce que je pourrais parler un peu avec vous après là? Il dit, oui, oui, à la fin, venez et puis on va parler. Et je lui dis, écoutez, voilà, moi je veux aller au nord, j'ai une bourse Zelidja, et ma famille serait très rassurée si vous acceptiez de venir dîner à la maison, et ils auraient plein de questions à vous poser sur le nord, sur les Inuits, etc. Alors il accepte, et quelques jours après, il vient à notre invitation, dîner en famille, un homme très volubile, très loquace, et très vite il dit à mes parents, mais non, le Groenland, c'est pas du tout intéressant, ils sont colonisés depuis des siècles, il y a des villes importantes, ils ont déjà toutes sortes d'autochtones qui ont accès à la fonction publique, etc. L'endroit le plus intéressant, c'est le Nouveau-Québec. Il dit, j'ai été dans l'Ouest, chez les Inuits du Cuivre, je connais beaucoup de... Et le Nunavik, enfin on ne l'appelait pas le Nunavik, le Nouveau-Québec est un endroit très difficile d'accès, il n'y a pas de communication régulière, etc. Et les gens vivent encore dans des camps, sous l'igloo, des traîneaux à chiens, utilisent le kayak, etc. Et sont, par un certain nombre de côtés, plus traditionnels qu'ailleurs. C'était un peu le développement à ce moment-là des lignes de radar. Donc là, on était dans la guerre froide, et donc ça entraînait déjà, il y avait Resolute Bay qui était une base pour la ligne du Haut-Arctique, une base de radar. Des Américains étaient là, et donc ça bougeait beaucoup dans le nord. Alors que au Nunavik, enfin au Nouveau-Québec, il y avait la ligne, je crois que c'était Mid-Canada Line, qui passait par Schaefferville, mais c'était un peu... Et puis Poste d'Abalen. Là, il y avait des développements qui commençaient. Mais, alors, mes parents, ravis d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaissait, qui parlait la langue inuite, etc. Et donc, il nous a convaincus. Moi aussi, j'étais un peu séduit par ce qu'il nous racontait. Et je fais mon choix, donc j'abandonne l'idée du Groenland.
du canot pneumatique, et je commence à me concentrer sur comment trouver un passage sur un cargo ou un bateau de pêche internevien pour venir. Et je fais des démarches de tous les côtés, infructueuses, et finalement, bon, je contacte un certain nombre de firmes, comme j'avais fait pour le voyage précédent en Laponie, pour obtenir des vivres. Donc pendant un mois, je vis avec des boîtes de conserve, des petits pois, collectés. Et puis, je reçois beaucoup de choses, dont aussi une caisse de fiasques d'Armagnac. En Hippocane, j'étais ami avec une jeune fille descendante, enfin, de la famille des Montesquieu-Fezensac, grand producteur d'Armagnac. Donc, elle a convaincu son père de m'offrir une petite caisse de flasques d'Armagnac, et que j'ai apporté au Canada d'ailleurs, qui m'a servi en particulier quand je suis arrivé à Shefferville au bout de 5 mois. J'en ai offert une au père Champagne, qui était un peu le responsable de l'évêché de Monseigneur Scheffer à Shefferville, qui m'a regardé quand je lui ai offert, pour le remercier de son hospitalité et son invitation à venir travailler pour peindre le sous-sol de l'évêché. Je lui ai offert une flasque d'Armagnac, et il me regarde et me dit « Mais mon cher ami, je suis membre des Chevaliers de Colomb, je n'ai le droit ni de recevoir ni de donner la moindre goutte d'alcool. » Alors je lui ai répondu « Mais mon père, c'est pas pour le boire, c'est pour la cuisine, pour mettre dans la pâtisserie. » Ah bon, c'est le cas, ça va. Et bon, simplement pour raconter que c'est... Et puis, bon, j'ai pris quand même quelques photos. Il fallait donner à ces firmes des photos où on vous voyait avec le produit. Alors, dans le jardin de la Cité des Fleurs, habillé avec le parka de Paul-Émile Victor, ma caméra sur le pied, on voyait des petits pois de ceci. Voilà. Donc, finalement, ben, j'ai dû me résoudre à payer un aller par bateau sur une ligne de passagers, sur le Homérique. À ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup de transport aérien rapide, c'était encore des avions à hélice, ça prenait beaucoup de temps, et c'était relativement cher, sans doute pas abordable. Enfin, je n'y ai même pas pensé. Et donc, j'embarque au Havre, fin du mois de juillet, sur ce beau bateau, et magnifique salle à manger. Donc, j'y prends les premiers repas, ébloui par tout ça. On était loin de la table familiale, famille nombreuse de la Cité des Fleurs. Et puis très vite, dès qu'on arrive dans l'Atlantique, le temps était beaucoup moins calme. Et puis, j'ai été quasiment pendant 4 jours cloué dans ma cabine, mal de mer, etc. Bref, j'arrive à Québec avec, il me restait très peu de choses de ma bourse. Et j'avais eu, avant de partir, j'avais rencontré un Zélidja, un candidat qui m'avait contacté, qui avait voulu aller au Canada et qui, je pense, n'avait pas obtenu, s'était présenté à Sciences Po, puis n'avait pas été reçu, donc ça remettait en question. Il avait eu donc cette année-là sans doute son deuxième bac, enfin, je ne sais pas trop. C'était Jean-Claude Viat, qui avait vécu au Québec. Son père avait enseigné à Laval la littérature française pendant, je ne sais pas, une quinzaine d'années, et qui avait décidé d'aller étudier les pêcheries sur la côte nord, et puis il n'avait pas pu, alors qu'il était venu me voir, et il m'avait présenté à son père, qui m'avait fait quelques recommandations pour le Québec, qui m'avait présenté à un de ses amis, Gaston Miron, le grand poète québécois. Et puis j'avais aussi un copain très lié à un cinéaste, un des premiers cinéastes québécois,
qui est mort, qui s'est perdu avec un Alzheimer, tu sais, on l'a retrouvé noyé, qui est venu en France et qui s'intéressait beaucoup à ce que faisait Jean Rouge, etc., et qui a plus ou moins formé ou influencé Michel Brault par la suite, que j'ai bien connu au Québec. Et Jutras. Claude Jutras. Donc je l'ai connu en France grâce à ce copain. Et puis un de mes copains aussi, Louis de Menton, faisait des films moitié fiction, documentaire. Enfin, j'étais un passionné. Donc j'avais des copains qui s'intéressaient, qui m'avaient encouragé aussi à m'équiper. J'ai acheté avec quand même ma bourse avant de partir 10 bobines de 3 minutes de 16 mm couleur. Et donc j'arrivais avec ça. Donc, Monsieur Viat m'avait donné l'adresse du directeur du Soleil. On l'appelait le colonel, je ne me souviens plus de son nom. Enfin, il n'était pas là, mais un journaliste m'interviewe, me donne un $20 pour me remercier, prend une photo. Et bon, qui me présente comme justement un jeune boursier Zelidja. Et je décide de prendre le train pour Montréal. Donc, on n'était pas très loin du port. Et je prends mon billet. Et puis, commence ce voyage. Pour moi, j'étais émerveillé. J'étais dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord, et puis ses cousins français, francophones. Et puis, bon, le voyage se prolonge, on fait 1 ou 2 arrêts, et puis à un moment donné, j'entends Central Station. Alors je dis, bon, c'est pas encore Montréal, où est-ce qu'on est ici? Bon, alors je décide de rester dans le train. Et puis ça continue, ça repart, et puis là j'entends Montréal Ouest. Ah, je dis bon, ben c'est Montréal. Alors je prends ma valise, mon sac à dos, et puis je débarque. Et puis là j'étais du côté de Westmount. On était. Alors, je prends un taxi, il me dit mais pourquoi vous n'êtes pas descendu à la station centrale? Je dis ah, mais ils n'ont pas dit Montréal, moi j'attendais. Alors voilà mes premiers contacts avec le Québec. Et puis, bon, il m'amène dans le quartier de Notre-Dame. Il y avait des chambres à louer chez l'habitant, donc je m'y installe. Et là va commencer, donc on était fin juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois où j'ai dû travailler. Je n'avais pas de permis de travail, j'avais un visa de touriste. Donc, un copain de la chambre voisine me dit qu'en face, il y avait une coopérative laitière et que le patron recrutait, que je devrais aller voir. J'y vais. Et au vu de mon nom, ce patron qui était d'origine égyptienne, je l'ai su après, a cru que Saladin, pour tout Égyptien ou moyen-oriental, ça évoque le grand Salah ad-Din, héros de la Troisième Croisade, qui a repris Jérusalem aux croisés. Bref, sans me poser de questions, il m'a engagé tout de suite pour travailler la nuit à nettoyer les grandes cuves de lait. Toutes les nuits, il fallait les nettoyer avant de les re-remplir le lendemain. Et donc j'ai travaillé un certain nombre de jours, mais sans permis de travail. Et puis un jour, il me dit, écoutez, demain viennent des inspecteurs, alors j'aimerais mieux que vous ne veniez pas demain soir, puisque le jour d'après, plutôt, les inspecteurs venaient. Et puis là, il m'est arrivé une mésaventure. Quand j'avais soif, je mettais l'échelle contre une énorme cuve de lait pleine, et puis j'allais boire de ce bon lait frais avec même de la crème au-dessus. Et puis un jour, la cuve, le niveau était plus bas, et puis en me penchant, c'est très glissant à l'intérieur de ces cuves, je suis tombé dedans. Bon, je suis bref sur cette aventure. Donc j'ai pensé à la grenouille tombant dans la casserole de lait, enfin froide, et puis qui, à force de patauger, transforme ce lait en beurre, puis arrive à sortir. Puis finalement, dans un sursaut, à un moment donné, j'ai réussi quand même à prendre mon élan, puis à m'agripper au bord, puis à ressortir.
Mais là, après cet incident, je me suis dit, bon, j'ai accumulé de l'argent, mais bon, les conditions sont quand même un peu difficiles, surtout comme clandestin. Alors, bon, j'ai arrêté le travail et M. Viat m'avait donné l'adresse d'un ami à lui qui était Jean-Marc Léger, qui travaillait, je pense, le grand journaliste Jean-Marc Léger, qu'il avait bien connu, puisque Auguste Viat était un des promoteurs aussi de la francophonie, il était spécialiste de la littérature francophone hors Québec, hors France, et qui m'a reçu très gentiment, très efficace, qui me dit, bon, vous allez téléphoner de ma part à monsieur Untel, directeur de l'Union nationale française, Carré-Vigée à Montréal. Ils pourront vous héberger, ils ont un bâtiment, ils ont même un dortoir pour les Français qui cherchent un emploi, etc. Je vous prépare 2 lettres pour 2 ministres, M. Bourque, je pense qu'il était ministre de Duplessis, des Terres et Forêts, Pouliot, ministre de la Chasse, ou le contraire, enfin bref. Un sous-ministre aux Affaires indiennes à Ottawa, il me prépare tout ça, et puis vous allez téléphoner de ma part à monsieur Untel qui est au service de l'immigration, etc., et qui pourra vous faire avoir un permis de séjour et de travail. Une efficacité en 10 minutes, et pour lui, la référence d'Auguste Viat, etc. Et je lui suis très reconnaissant parce que toutes ces informations m'ont permis, j'ai obtenu mon permis de travail, j'ai pu ensuite, j'ai obtenu du travail très vite, comme aide-vitrier, comme polisseur de miroir, etc., manœuvre, et puis finalement je me suis retrouvé aide laveur de vaisselle à l'hôtel Berkeley, rue Sherbrooke à Montréal, où je me trouvais en décembre. Et c'est là qu'au bout de 5 mois, j'avais renoncé à mon année universitaire qui devait commencer en septembre. Mais je voulais arriver avec cette bourse et puis assez vite. Donc j'ai acheté finalement, j'allais voir McGill, les chercheurs, l'Arctic Institute, et il y avait un Norman Drummond, un géographe qui m'a reçu et qui m'a dit, on a une station à Shefferville, Nob Lake, si vous voulez y venir, on peut vous héberger là-bas. Et puis, il faudra voir après. Et donc, j'ai démissionné de mon emploi. Je vais acheter avec mes économies que j'avais accumulées un billet d'avion pour cette île et où le chemin de fer minier remontait à Shefferville. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Shefferville début janvier 1956.